Voilà, donc bienvenue pour le coup dans ce nouveau rendez-vous de la Société française des urbanistes. Donc, on va écouter aujourd'hui Sonia et Emmanuel sur un sujet vraiment passionnant qui doit payer l'aménagement, hein. Vous allez nous développer tout ça. Alors, juste avant, quelques mots de présentation. Donc, Sonia, vous êtes diplômée HEC, professeure émérite en urbanisme et aménagement, rattachée au Lab Urba, l'université de Gustave Eiffel et Paris-Est Créteil. Et vous êtes spécialiste de l'économie de l'aménagement et de l'économie foncière, des sujets sur lesquels vous avez beaucoup publié. On a fait une petite rétrospective de vos différentes publications sur l'invitation. Donc, un Merci beaucoup. immense merci d'être avec nous ce soir et de passer un petit peu de temps avec nous pour nous éclairer sur ce magnifique sujet. Et puis donc, Emmanuel, alors sociétaire de la SFU assidu. Donc, Emmanuel, tu as été directeur de la stratégie du développement de l'établissement public d'aménagement Plaine de France. Et puis, tu as créé plus récemment une société qui s'appelle Éco-entreprise pour le conseil en développement territorial et urbain. Voilà, tu es un coutumier de la SFU et notamment également, on a rappelé un petit peu tes différentes publications dans l'invitation. Et on n'oublie pas une des dernières qui était le triangle de Gonesse, autopsie d'un projet et remède pour de futures opérations d'aménagement que tu as publié en 2022 et sur lequel on a beaucoup discuté au sein de la SFU et sur lequel également tu avais déjà fait un rendez-vous très passionnant qu'on peut évidemment retrouver sur la chaîne YouTube de la SFU comme tous les autres rendez-vous. Voilà pour les présentations rapides. Donc, comme d'habitude, on va vous laisser l'estrade. On va tous éteindre nos caméras et nos micros le temps que vous développiez le sujet. Et puis ensuite, on vous retrouve donc pour discuter un petit peu et débattre de tout ça. Voilà, Emmanuel, je te laisse projeter la présentation et je vous dis à tout à l'heure. Alors, comme vous l'avez compris, on va vous faire une présentation à deux voix et en quatre temps. Une introduction qui va être un peu longue pour poser le sujet, rapide rappel du bilan de l'aménageur et puis des interrogations sur les dépenses et sur les recettes. Et Sonia et moi allons alterner. Je vais commencer par l'introduction et donc par poser le sujet. Ce que j'ai vu dans ma vie professionnelle, c'est que quand on pense à un nouveau projet, on ne part jamais du bilan. On part jamais d'un cadre financier. On part d'un besoin et on conçoit un projet pour répondre à un besoin. Une fois qu'on a conçu le projet, on le soumet à concertation, on analyse sa faisabilité technique et ensuite seulement on analyse sa faisabilité économique et financière. On dresse un bilan. Le plus souvent, alors, apparaît un déficit qui oblige d'une part à revoir le projet ou même ses objectifs et qui oblige ensuite à faire appel à des contributions publiques. La contribution publique ainsi apparaît comme une variable d'ajustement et pas comme une composante du projet. Bref, en 30 ans de vie professionnelle, je ne me suis jamais vraiment posé la question que devrait financer le citoyen contribuable, que devrait financer le consommateur usager, qu'est-ce qui serait le plus juste, le plus efficace, le plus efficient. Il y a là, me semble-t-il, un objet culturel pour nous les Français. D'abord, on n'aime pas beaucoup parler d'argent, on le voit en ce moment au Parlement, sauf quand on y est contraint et jamais de manière complètement affranchie. Ensuite, on dit souvent que la France est un pays d'architectes et d'ingénieurs et moins de business. Troisièmement, on est souvent enclin à faire le mieux. On aime bien la doctrine et moins à faire ce qui est possible. On est souvent plus cartésien que pragmatique. Et on voit bien, on en parlait tout à l'heure, à Sciences Po, dans les masters d'Urba, le bilan n'est pas le cœur de l'enseignement. Le risque en procédant ainsi, c'est de promettre et de ne pas tenir ses promesses, et donc de créer de la défiance, des frustrations et du malaise. Je voudrais et de renchérir les coûts, pardon. Je voudrais vous en donner un exemple. Il y a 4 ans,
5 ans, même 6 ans, c'est en 2019, ça commence à faire, j'ai élaboré le plan stratégique de développement pour l'établissement public d'aménagement de Mayotte. Les tutelles nous ont dit il faut un projet très ambitieux, sinon on ne fera rien. Ce à quoi nous avions essayé de nous opposer en disant qu'il fallait être pragmatique et dimensionner le projet aux ressources disponibles. Mais finalement, effectivement, c'est ce projet qui a promis monts et merveilles qui a été adopté. Évidemment, il n'y a eu ni monts ni merveilles. On a généré des frustrations et des méfiances. On a déconsidéré un établissement public d'aménagement qui n'en pouvait mais. Et on a fait de son directeur un bouc émissaire parfait. Bref, l'idéologie de l'idéal versus le compromis, on le trouve aussi dans le domaine de l'aménagement. Les promesses non tenues que nous faisons en urbanisme ou en aménagement sont notre contribution à la société française de défiance. Alors, au départ, quand on souhaitait faire un rendez-vous, on souhaitait faire un rendez-vous sur le financement et sur les nouveaux financements de l'aménagement urbain. Bien sûr, on va en parler, c'est plutôt Sonia qui vous développera ces sujets. Mais en préparant cette intervention, on s'est vraiment rendu compte que le sujet a été éminemment politique. La réalité, c'est qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, toutes les modalités de financement. On en revient toujours à une seule réalité. Il n'y a que deux types de financeurs, le consommateur usager et le contribuable citoyen. Ce qui nous amène à poser trois questions premières. Première question, peut-on imaginer que un seul de ces deux financeurs finance la totalité? Deuxième question, si on répond par la négative, où faut-il placer le curseur? Et Sonia et moi, dans nos discussions, on a vu qu'on n'était pas toujours d'accord, ce qui montre bien des différences de sensibilité et d'opinion. Enfin, troisième question, d'autres financeurs seraient-ils possibles? Et Sonia, en conclusion, vous ouvrira cette voie. Les questions qu'on pose, ce sont des questions politiques, chacun a sa vision, mais elles sont rarement posées, et encore moins par l'aménageur, qui a la tête dans le guidon, et pour qui trouver des contributions publiques pour équilibrer le bilan est privilégié sur réinventer le modèle économique. Nous avons pensé alors que la SFU, comme société savante, pouvait s'emparer de ce sujet politique, sans doute pas, j'ai même tendance à dire sûrement pas pour prendre une position. Je crois que nous n'y arriverions jamais, nous n'aurions jamais une position commune, mais pour présenter les termes du débat aux décideurs politiques. Et nous avons pensé ce présent rendez-vous comme une introduction. L'enjeu est que vous challengiez, que vous complétiez, que vous reformuliez, que vous amendiez ce que nous allons vous proposer en termes, dans ces termes du débat. Je me suis même rendu compte que même la manière de poser ces termes du débat avait un biais d'opinion, quel que soit le souci de neutralité qu'on ait pu avoir. Nous poserons les questions sous l'angle « est-il normal et juste ?» Mais cette seule formulation est très ambiguë parce que chacun de nous a évidemment une vision de ce qui est normal et de ce qui est juste. Il n'y a pas de valeur absolue. Par exemple, moi, vous le savez, hein, j'ai une approche qui est assez libérale. Je pense que le meilleur outil de régulation est le prix. Et mon opinion est qu'il serait juste que chacun paie ce qu'il consomme. Par exemple, face à la crise climatique, l'air qu'il consomme. Mais je me sens souvent très seul dans cette vision de ce qui est juste. Et donc, je conclus en disant que notre ambition, elle est vraiment de d'introduire un débat et que la Société française des urbanistes le prolonge. Voilà pour cette première introduction, Alors, je vais maintenant vous rappeler ce qu'est le bilan de l'aménageur et puis on rentrera ensuite dans ces termes du débat. Alors, le bilan, je vous présente ici un bilan simplifié de l'aménagement. Traditionnellement, quand j'ai commencé à travailler il y a 35 ans, on avait trois grandes catégories de dépenses qui étaient les acquisitions foncières,
les études et les travaux. Je suis désolé pour ceux qui maîtrisent le sujet, hein, je fais ici un rappel qui est rapide. Ces dépenses, à ces dépenses traditionnelles se sont ajoutées des nouvelles dépenses et qui sont elles aussi de trois ordres. Des dépenses liées aux concertations qui sont nées à la fin des années 80 et au début des années 90. Et puis, plus récemment, de deux ordres, les dépenses de relogement avec le renouvellement urbain et les RHI. Pour vous donner une idée, la DGT, la Direction générale des territoires de Guyane, estime que les dépenses de relogement en RHI, c'est 25 euros par jour et par personne, sans compter l'investissement dans les logements temporaires. Et puis, troisième nouvelle catégorie de logements, c'est les compensations, compensations environnementales et compensations agricoles. Il faut noter une inflation des coûts depuis 30 ans qui n'est pas seulement liée à l'inflation des prix, mais qui est profondément liée à la complexification de l'aménagement. Côté recettes, on a deux catégories. D'un côté, on a les ventes de charges foncières et de fonciers aménagés. Appelons ce côté le côté marché. Et puis, d'un autre côté, on a les contributions publiques qui peuvent s'élever jusqu'à 40% des recettes d'une opération. C'est par exemple le cas à l'île de Nantes. Quand on a, une fois qu'on a établi ce bilan, avec en plus bien sûr les frais de structure et les frais financiers, on a souvent un déficit de bilan et évidemment, on peut le financer de deux manières, par la baisse des dépenses et par la hausse des recettes. Excusez-moi de cette trivialité. Et ce que je constate depuis 35 ans, c'est qu'on privilégie d'abord la hausse des recettes. Et comme le marché ne peut, en tout cas, on a l'impression que le marché ne peut pas absorber cette hausse des recettes, on cherche des contributions publiques. Je caricature bien sûr mon propos. Mais au bout du compte, on a ici la participation de l'aménagement et de l'urbanisme à l'augmentation de notre dette nationale. Sonia, Oui, ce bilan qui est présenté, que Emmanuel vous a présenté, il est en quelque sorte normalisé, nomenclaturé. Depuis 25 ans, c'est à peu près, il y a eu des grands bouleversements dans les années 90, mais c'est à peu près on retrouve les rubriques, quel que soit le type d'aménagement, quels que soient les enjeux environnementaux, sociaux ou économiques. Et j'aurais tendance à dire que cette présentation ne s'adapte pas aux enjeux actuels. Il pousse vers des décisions à prendre et il ne pose pas forcément les questions qui nous amènent devant vous aujourd'hui. Qui paye pourquoi? Peut-être que on pourrait aller un peu plus loin vers ce qu'on appelle une comptabilité analytique, sans vouloir tout remettre à plat parce qu'on est tenu par les règles de comptable, mais une comptabilité analytique pourrait peut-être réfléchir et mettre en évidence ces équilibres de qui paye quoi, pourquoi, pour qui, pourquoi, sur le plan pour aller vers un peu plus d'équité et répondre à ces questions. voilà pour ces rappels de bilan et cette introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première partie d'interrogation sur les dépenses. Avec Sonia, on s'est dit que c'était trop long de vous parler de toutes les catégories de dépenses. Donc, on va focaliser notre intervention sur les dépenses de foncier et que va vous présenter Sonia et sur les dépenses de travaux que je vous présenterai ensuite. Sonia, il faut que tu me dises quand je change de slide. Voilà, oui, tu peux y aller sur les questions foncières, qui sont un peu mon cheval. On a tendance à dire que pour faire de l'aménagement, on verra qu'on peut le remettre en question, mais pour faire de l'aménagement, il faut être propriétaire du terrain, il faut acheter le terrain. Et il y a trois façons d'acheter le terrain: à l'amiable, qui est la façon vers laquelle l'aménageur aimerait tendre, ou en utilisant les outils un peu ce qu'on appelle extraordinaires de la puissance publique, l'expropriation et la préemption. Et pour ces outils extraordinaires, la puissance
public qui peut le déléguer à l'aménageur dans le cadre d'une convention d'aménagement. La puissance publique, elle est liée par le juge. Le prix auquel elle va acheter est décidé par le juge de l'expropriation ou par la préemption. Et le juge, dans un courant de jurisprudence qui s'est renforcé ces dernières années, il a tendance à être favorable aux propriétaires expropriés, soit par la doctrine, mais beaucoup par la jurisprudence actuelle, et anticiper sur la valeur future du bien, la valeur que le bien aura dans le projet futur de demain, une fois que l'aménagement sera fait, sans prendre, et en plus, le juge ne prend pas en compte d'éventuelles contributions publiques, ce qui conduit à surévaluer la valeur foncière. Et sur la slide d'après, on voit que le prix des terrains depuis les années à peu près 90. Là, vous avez une image des prix des terrains nus, des terrains constructibles non aménagés dans différents lieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 25 ans, le prix du foncier a augmenté sensiblement, parfois de façon un peu stupéfiante, et a rendu de plus en plus nécessaire l'intervention publique pour équilibrer les opérations d'aménagement. Ce qui signifie qu'il faut payer, il faut que le contribuable par la puissance publique paye pour équilibrer l'aménagement, et paye pourquoi? Pour l'augmentation des prix fonciers, ce qu'on appelle aussi la rente foncière. Et donc, le propriétaire initial, celui qui va vendre son terrain, il bénéficie de l'augmentation des prix, il bénéficie de la rente, et ce sont les contribuables qui financent. Voilà, sur la slide suivante, on voit ce qui vient se rajouter aux coûts fonciers et qui va dans le même sens, c'est les coûts d'éviction, et notamment lorsqu'on est en éviction d'activité économique. Un autre phénomène qui vient renchérir le prix du foncier et pour lequel le juge intervient en allant dans le sens de la personne évincée et en rajoutant des indemnités qui sont lourdes. Et on peut se demander s'il est bien réaliste de surévaluer la valeur du foncier lorsque l'opération ne conduit pas à un équilibre. On ne parle pas, on va aller très vite parce que le juge n'en tient pas compte sur les frais qui viennent s'ajouter aussi des pollutions, des constructions, mise en état des sols, entretien, gardiennage, et puis tu as parlé des coûts de relogement. Ces coûts sont maintenant connus, a priori, quand on les anticipe. Mais la question, c'est que même si on sait qu'il peut y avoir ces coûts, le montant exact, et il y a un risque élevé sur le montant des frais engagés. En plus ou en moins, ils peuvent dépasser les prévisions, ou dans les meilleurs des cas, il peut être inférieur. Et puis, ces coûts de remise en état des sols, dans le pire des cas, ils peuvent dépasser le prix du foncier lui-même. Bien même si la loi dit que le pollueur doit être le payeur, en général, c'est l'aménageur qui paye, et ces coûts voilà, sont à la charge de l'aménageur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui va payer finalement et qui supporte ces coûts supplémentaires? Si le troisième, on passe du foncier, donc qui est un sujet en soi, à un autre sujet en soi qui concerne les impôts et taxes. On ne va pas passer en revue la liste des impôts et taxes qui pèsent sur l'aménagement. Ce qui est important de souligner, c'est que l'aménageur supporte un grand nombre d'impôts, de taxes pendant toute la phase d'aménagement. Alors, certains impôts, on ne l'a pas mis ici, la TVA vont à l'État, mais la plupart des autres taxes vont aux collectivités locales. Il y a une foison de régimes différents, et l'aménageur, si quelquefois il voit ses impôts réduits, en général, il n'est pas exempté, même si au final,
dans le bilan, ben, la collectivité doit financer en recettes. C'est-à-dire que la collectivité finance les impôts que l'aménageur a payés. On se demande si c'est bien raisonnable que d'avoir d'un côté des impôts à payer et de l'autre côté des subventions à recevoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas plaider pour une simplification de ce régime impôts et taxes? L'autre, voilà, ça c'est dès lors, est-ce qu'il est normal que la subvention, donc le contribuable, subventionne une partie du coût foncier lorsque il y a une subvention publique, bien sûr, ce qui est la plupart des cas. Le troisième, la deuxième question qui se pose porte sur la plus-value. Tu en parlais tout à l'heure. La plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat du foncier par le propriétaire initial et puis le prix de vente de ce foncier à l'aménageur. Et en France, on a un impôt sur la plus-value foncière qui n'est pas très élevé. Mais il y a eu un anachronisme qui fait que cet impôt est perçu par l'État, alors que ce qui crée la plus-value, c'est les équipements, c'est la qualité de vie locale qui est créée par les dépenses de la collectivité locale. Or, la collectivité locale n'est pas bénéficiaire de cet impôt sur la plus-value foncière. Donc, on peut se demander, ça c'est une forte revendication, est-ce qu'il est juste et normal que la puissance publique locale qui est à l'origine de cette plus-value n'en perçoive pas les bénéfices. Et on peut aussi se demander comment identifier le lien entre la plus-value constatée au moment de la vente du bien et les améliorations générées par la collectivité locale. Mais ça, c'est une grosse question qui se pose lorsqu'on cherche à taxer la plus-value et à restituer la plus-value à celui qui l'a créée. Il faut mettre en évidence le lien de cause à effet, ce qui n'est pas évident, d'autant plus que lorsqu'il y a une moins-value, la logique voudrait qu'on rende la moins-value au propriétaire, ce qui pose, en France, on n'est pas dans cette logique-là, mais ça pose un autre problème d'indemnisation par la collectivité locale. Puisqu'on en est sur les questions relatives à l'impôt, on s'aperçoit qu'il y a… Alors, j'ai mis mes questions dans l'autre sens. D'abord, dans la chaîne de valeur de l'aménagement, on s'aperçoit très vite qu'on paye des impôts sur les impôts. C'est-à-dire que l'aménageur paye des impôts, par exemple la taxe foncière, c'est un gros poste dans le bilan de l'aménagement. Et puis, à la fin, l'intervenant suivant, l'opérateur, le promoteur, va payer des impôts sur la taxe foncière que l'aménageur a payé. Donc, avec la multiplication des intervenants dans la chaîne de l'aménagement, on s'aperçoit très vite qu'on paye de l'impôt sur l'impôt, et donc il y a un cumul qui n'est pas forcément très efficace. Il y a une autre question qui est si on remonte, de savoir qui bénéficie de l'impôt. Est-ce que c'est la collectivité locale qui bénéficie dans ce système? Est-ce que c'est bien l'aménageur public, paye-t-il bien ses impôts à la collectivité locale ou à d'autres? Et puis, on peut imaginer, ça c'est la troisième question qui est la première sur la slide, c'est à quel moment faut-il payer l'impôt? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse récupérer la plus-value du propriétaire au moment de la vente et peut-être à rebours, si on paye l'impôt sur la fortune immobilière au moment de la vente, on pourrait peut-être la payer sur les 3-4 années précédant la vente du bien. Parce que avant la vente du bien, peut-être qu'on ne savait pas qu'il y avait une plus-value, elle était cachée, elle était pas forcément volontairement cachée, mais pas
pas bien mise en évidence. Et une fois que, parce que la plus-value, elle se révèle au moment de la vente. Et peut-être qu'au moment de la vente, on pourrait avoir une vision rétroactive des impôts que le propriétaire pourrait avoir à payer. Et en plus, Sonia, j'ajoute que ça permet la solvabilité, parce qu'on peut avoir un terrain et pas être solvable pour payer l'impôt afférent à ce terrain. Tout à fait. Voilà. Tandis que quand il y a une recette au moment de la vente, alors c'est plus indolore quoi, de payer l'impôt au moment quand on encaisse une recette que quand on n'a pas de recette. Il y a beaucoup d'impôts qui se heurtent à cette question de solvabilité. Quand ils sont prélevés, vous savez tous qu'on a mis un plafond de taxes foncières en fonction du revenu parce que on peut avoir un gros patrimoine et pas de revenus pour payer l'impôt. Donc, ça crée des distorsions. Mais quand on vend, on est sûr d'avoir du cash et donc on peut payer l'impôt. Et puis en même temps, comme on a du cash, on est peut-être plus enclin, je dirais, à payer l'impôt lui-même. Alors, une idée qui trotte, qui est dans les débats actuels, c'est capter la plus-value foncière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu une synthèse de ce que j'ai dit précédemment. Il y a potentiellement une hausse des prix liée aux aménités créées par la collectivité locale qui a dépensé de l'argent pour ça. Et la hausse des prix, elle revient aux propriétaires qui en bénéficient en termes de plus-value. Et donc, il est juste, selon notamment le théorème d'Henri Georges, que la collectivité puisse en récupérer au moins une partie. Il y a beaucoup de débats sur cette captation de la plus-value foncière et il y a une forme assez aboutie en France qui est la forme de la ZAC et du PUP où on peut demander à l'aménageur des participations qui sont répercutées sur les propriétaires, surtout sur les futurs d'ailleurs, plutôt que sur les propriétaires passés. Et puis, il y a des formes de captation de valeur un peu cachées, sous-utilisées, peut-être détournées. La taxe d'aménagement, mais on veut faire dire tout et n'importe quoi actuellement à la taxe d'aménagement. Et l'impôt sur la plus-value foncière, on en a parlé. Il y a aussi les projets comme ceux de la Société des grands projets, avec ces projets connexes, où on monte des projets mixtes public-privé pour essayer de récupérer la plus-value sur les projets qui sont réalisés sur le terrain de la Société du Grand Paris. Mais ce qui est à la base de cette plus-value foncière, c'est la taxe sur les plus-values induites par un équipement, notamment un équipement de transport. Et il y a des questions de fond. Combien est-ce qu'on peut récupérer? À quel moment? Et pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage psychologique parce qu'on est un pays de propriétaires où rien qu'à l'idée qu'on puisse nous prendre une plus-value, même si il y a des moments où on la prend quand même, mais de prendre de front cette plus-value, voilà, ça passe pas en France. Et puis, il y a des coûts induits. Il faut déjà qu'il y ait une plus-value, ce qui n'est pas le cas partout. Et il y a des coûts de collecte. Donc, ça, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Et même, sauf peut-être avec la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, qui fait des petits qui essaiment autour des grands projets de transport à Lyon et à Marseille. Et c'est peut-être une source d'inspiration. Voilà. Alors, une des idées que je défends, puisque le foncier est à la base de tous les problèmes, et si on supprimait le foncier de l'aménagement? Vous allez me dire comment on fait. Il y a une idée en cours, c'est d'isoler le foncier au sein d'un organisme qu'on appelle l'organisme sur le modèle des organismes fonciers solidaires ou des foncières. On isole le foncier, du coup, on ferait l'aménagement sans acheter le foncier. Bon, pourquoi pas, mais il faut y réfléchir puisque peut-être que ça ne résout qu'une partie du problème. Il y a des axes sans foncier où les propriétaires gardent leur foncier et payent quand même une partie des équipements de la ZAC. C'est peut-être une idée à creuser. Et puis, il y a des projets de propriétaires où les propriétaires se mettent volontairement ou pas ensemble pour faire un projet sur leur terrain. Donc,
à la fin du projet, bon, ben, ils auront payé une partie des coûts du projet, mais ils récupéreront la plus-value. C'est le modèle des affûts, ça marche pas en France, ça marche en Espagne. Voilà, il faut y réfléchir, c'est peut-être des solutions voilà, à poursuivre. Alors, après le foncier, moi, je vais vous parler des travaux et des coûts travaux, pardon. Et en fait, tout de suite, poser la question, coûts travaux, pour quelle qualité? Alors, les coûts travaux, ils peuvent représenter jusqu'à 40 ou 50% du coût total d'une opération, voire même parfois davantage, évidemment, selon les coûts du foncier. Plus les coûts du foncier, plus la part foncière est élevée, plus évidemment la part travaux va diminuer. Les travaux portent sur les voiries, la viabilisation, c'est-à-dire la viabilisation des terrains qu'on va vendre aux promoteurs, les réseaux, les espaces publics, les espaces verts, les équipements primaires, les équipements publics, etc. Alors, trois questions, trois sujets se posent immédiatement. Le premier, c'est que on est face, quand on est aménageur, à une fluctuation, à une certaine opacité des coûts de travaux. Alors, heureusement, on a parfois, ça va faire plaisir à Laurent, on a parfois des Artelia pour nous aider à les examiner. Mais si vous voulez, on en reparlera dans le débat parce que j'ai vécu l'année dernière dans une mission vraiment un moment assez ubuesque sur le sujet. Deuxième question qui se pose, ben, évidemment, c'est la question de l'usage. On fait des travaux en vue d'un usage hein, pour quelqu'un et pour une utilité. Cette question, on l'abordera plus tard, hein, là, dans quelques minutes, sur le sujet des recettes. Du coup, la troisième question, c'est celle que je vais aborder maintenant, c'est celle de la qualité. La qualité, on peut évidemment faire un lien assez facile entre le niveau de qualité et les coûts de l'opération, les coûts que l'on consacre au projet. Par exemple, ça paraît assez simple pour les espaces publics. On devrait donc parler en quelque sorte de rapport qualité-coût. Mais il y a un mais. Souvent, on entend dire aux élus que leurs habitants ont droit à la qualité urbaine et généralement, on ne sait pas du tout ce que ça signifie. On ne sait pas de quoi cette qualité urbaine est faite. On n'a ni critères, ni caractères, ni indicateurs. Si bien que, je le disais dans l'introduction, on définit le projet un peu par défaut pour équilibrer le bilan. On ne conçoit que très rarement le projet en fonction d'un cadre financier. Je n'ai globalement jamais entendu dire que si une opération était déficitaire, c'est que sa qualité était trop élevée. Résultat, nous vivons avec des niveaux de qualité supérieurs à ce que nous pouvons nous offrir par rapport à notre capacité contributive, par rapport à notre niveau de vie, et c'est notre concours à l'endettement, à notre concours à nous, urbanistes et aménageurs, à l'endettement national. Alors du coup, ça m'amène à poser quelques questions. Est-il normal et juste que certaines communes aient, pardonnez-moi l'expression caricaturale, des trottoirs en or, juste parce qu'elles sont rentières d'un grand équipement, une entreprise, une centrale, un aéroport, ou parce que, comme à Paris, leur taux de concentration en emploi est extrêmement élevé? Deuxième question, et là je vais vraiment mettre un pavé dans la mare, je le sais, est-ce qu'il est normal et juste que des surcoûts, et je le dis parce que je l'ai vécu en Guyane, des surcoûts de 25% du coût total d'une opération soient imposés pour préserver une espèce, et loin de moi l'idée qu'il ne faut pas préserver les espèces, mais alors que cette espèce est présente tout autour des 20 hectares du périmètre de l'aménagement, et que globalement, on préfère la doctrine au discernement. Enfin, troisième question, est-il normal et juste que des équipements publics soient réalisés à des niveaux de qualité plus, alors qu'on n'a pas le modèle économique de l'investissement et souvent du fonctionnement pour ces équipements? Autre question sur toujours la qualité urbaine, environnementale et des équipements. Est-il normal et juste que la référence ONU espace vert en ville de 12 mètres carrés soit systématiquement une norme recherchée, qu'elle soit appliquée avec tous les coûts qu'elle représente, là aussi un peu souvent sans suffisamment de discernement? Est-il également normal et juste que tous les espaces publics soient traités
souvent d'ailleurs en les bituminant, ce qui peut être un peu paradoxal, et que ainsi, on a droit, en quelque sorte, à un niveau de qualité qui est financé par la dette et donc par nos successeurs. Toujours dans ces équipements, et notamment ici, on va parler des réseaux, est-il normal et juste que dans son ensemble, un projet finance des équipements qui vont desservir individuellement des particuliers sans qu'ils participent au financement? Accès au réseau d'adduction, de collecte des ordures ménagères, d'assainissement, d'électricité, etc. Ou encore, est-il normal et juste que l'accès au réseau et aux services coûte le même prix, quelle que soit la distance aux équipements et aux infraprimaires, avec tous les effets pervers que ça génère, en termes, par exemple, d'étalement foncier ou de subvention du pauvre vers le riche. Alors, ça vaut pour les réseaux, ça vaut aussi pour les grandes infras de transport. Et dernière question sur ce point-là, est-il normal que des équipements publics de loisirs, sportifs, culturels, récréatifs, etc., soient financés par la vente des charges foncières, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas financés par l'ensemble de ceux qui vont en profiter, mais qui, comme ils n'achètent pas de charges foncières, ne vont pas les payer. Sonia, tu voulais dire un mot Non, pour donner des je exemples? voulais juste, mais vous le savez bien, souligner le fait qu'en anticipant ces questions, on peut résoudre une partie de ces questions en anticipant sur la programmation. On peut réduire, faire des services mieux répartis au sein de l'opération et donc économiser sur l'accès aux services ou faire des voiries moins coûteuses et tout aussi environnementales. Voilà, c'est tout. Mais voilà, vas-y. Alors, toujours dans ce domaine, cette fois-ci sur le prix, le niveau des charges foncières, je pose vraiment la question, est-ce qu'il est normal que des normes de qualité de logement, par exemple liées aux personnes à mobilité réduite, à la surface des logements, aux ascenseurs, entraînent une baisse des charges foncières au mètre carré, parce que les promoteurs disent qu'ils n'ont pas le modèle économique pour réaliser ces équipements qui sont imposés par l'État national. En quelque sorte, la question que je pose ici, c'est de savoir si la qualité du logement doit être financée par l'endettement collectif, puisque cette baisse des charges foncières entraîne par ricochet une hausse de la contribution publique. Voilà. Est-il normal que la valeur créée soit, alors ça c'est une autre question, mais qui concerne l'ensemble de la chaîne de production de la ville, est-il normal que dans cette chaîne, la valeur créée soit répartie au bénéfice des investisseurs et des promoteurs, on le sait tous, et beaucoup moins, et donc au désavantage des concepteurs et des aménageurs. Et sincèrement, un jour, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en Guyane, un jour où je parlais de ce sujet avec un promoteur. Il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte de la situation dans laquelle nous sommes? Et je lui ai dit, je ne m'en rends pas compte, mais je ne roule pas en Jaguar. La question qui nous est posée du coup ici, c'est la question du bon niveau de qualité. Est-ce que nous avons droit à un niveau de qualité urbaine, un niveau de qualité urbaine et environnementale qui est décorrélé, en quelque sorte, de nos capacités contributives? Pouvons-nous à la fois préserver l'environnement, offrir des équipements et des services, aménager des espaces publics, des parcs, des aires de jeu, faire des logements qui vont être de haute qualité si nous n'en avons pas le modèle économique? Et derrière se pose la question de savoir, parmi tous ces sujets, ce qui est prioritaire si nous ne parvenons pas à établir un équilibre du bilan. Alors, on va maintenant passer au volet sur les recettes. Je vais commencer et puis Sonia terminera. Je vais parler des recettes côté usagers et consommateurs, et Sonia du côté contribuable citoyen, et puis elle conclura. On entend souvent cette formule, vous m'avez entendu la répéter depuis tout à l'heure: si les charges foncières ne suffisent pas, le projet a besoin de contributions
publics pour que le bilan soit équilibré. Deux questions se posent évidemment par rapport à cette formule, qui sont un peu les pendants l'une de l'autre. Première question, est-ce que les charges foncières doivent payer ce qui relève du collectif? Et deuxième question, est-ce que la contribution publique doit se limiter à l'équilibre du bilan ou a-t-elle une fonction propre? Alors, on vous le disait, on est face à deux contributeurs et deux seulement, le consommateur usager et puis le contribuable citoyen. Mais immédiatement, on doit se poser une question. Le consommateur usager, mais lequel? Le contribuable citoyen, mais lequel? Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui ou celui de demain, celui d'ici ou celui d'ailleurs? Et je vais essayer d'expliciter un peu ces questions. Alors, première question, qui sont le consommateur et le contribuable? On va en parler bien sûr plus longuement là dans un instant, mais est-ce que, je vais vous donner un exemple, est-ce que le consommateur usager, c'est celui qui habite dans la ZAC ou est-ce que c'est celui qui vient, et je vais vous montrer un petit tableau pour le comprendre, est-ce que c'est celui qui va venir dans la ZAC pour s'y promener, pour y consommer, etc. Du coup, une fois qu'on a posé cette question, il y en a une deuxième qui vient immédiatement, c'est quels critères faut-il adopter pour rationaliser le choix entre ces deux financeurs, outre le critère de justice sociale dont je disais que si nous posons la question, on aura 15 réponses différentes, de savoir ce qu'est la justice sociale. Est-ce qu'il faut ajouter un critère d'efficacité opérationnelle, un critère d'équilibre économique, un critère d'impact environnemental, et puis lequel de ces critères doit être prioritaire, avec en plus une difficulté, c'est qu'ils se répondent, ils interfèrent les uns avec les autres. Troisième question, qui doit décider de cette répartition entre les deux financeurs et au sein de chacun des deux blocs? Quatrième question, avec quelle durée? Est-ce que c'est juste le consommateur et le contribuable d'aujourd'hui ou est-ce qu'on doit étaler dans le temps le financement? On voit bien que nous faisons la ville pour des décades, voire pour des siècles, et que celui qui paie l'investissement, c'est le contemporain. Aujourd'hui, nous avons l'usage des égouts dans nos villes qui ont été financés au XIXe siècle. Cinquième question, est-ce qu'il faut affecter à chacun des deux types certaines parties de la ville? Alors, spontanément, on dirait le financement public pour les espaces publics et le financement privé pour les espaces privés. Mais est-ce que c'est la bonne solution? On pourra s'interroger. Et enfin, dernière question, à quelle échelle faut-il concevoir et financer l'aménagement urbain? Est-ce que c'est à l'échelle de la ZAC à l'intérieur d'un périmètre ou est-ce qu'il faut penser cette ZAC bien au-delà? Voilà, on vous a mis ici, alors je vais aller très vite, le tableau des différentes catégories de consommateurs et je vais juste vous montrer que quand vous êtes une personne physique permanente, vous n'allez pas tout payer de la ZAC dans laquelle vous allez habiter, puisqu'il y en a une partie qui est payée par les contributions publiques. Et puis, parfois, des personnes physiques ne vont rien payer alors qu'elles sont consommatrices de l'espace, un flâneur, un touriste, un visiteur, etc. Et puis, d'autres, les chalands, qui sont occasionnels, qui sont des consommateurs occasionnels, vont quand même indirectement payer quelque chose. Et puis, quand vous êtes une personne morale, vous n'allez jamais tout payer de la ZAC de la même manière que quand vous êtes un résident permanent. Alors, revenons à nos questions. Est-il normal et juste? Est-il normal et juste? Donc, même en l'absence d'une contribution publique, des charges foncières du logement libre compensent à l'intérieur d'une ZAC des charges foncières du logement aidé et donc créent ainsi une péréquation. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui assure la solidarité envers le logement social en place du contribuable. Est-il normal et juste que les charges foncières de bureau compensent celles du logement ou celles des commerces? On a là aussi une logique de péréquation, mais qui est entre deux usagers, entre deux consommateurs, et pas entre des citoyens ou des contribuables. Est-il normal et juste que des charges foncières soient en quelque sorte vendues à perte en dessous de leur prix de revient, donc puisqu'il existe des contributions publiques, donc en quelque sorte subventionner la qualité du logement, la taille du logement,
versus des logements qui correspondraient à nos capacités contributives, à nos capacités économiques et financières. C'est-à-dire également, et on retrouve un sujet qu'on avait vu tout à l'heure, de subventionner le logement plutôt que la culture, l'économie, la transition écologique, etc. Et qui normalise juste que l'usager occasionnel ne paie pas, j'en parlais à l'instant, et puis derrière se pose une question en fait qui je crois, les résume toutes. Faut-il que on paye un droit à l'usage et non un usage possible via l'impôt? Qu'est-ce que je veux dire? Le droit à l'usage, c'est que le consommateur paye exactement ce qu'il consomme. Dans le cas de l'usage via l'impôt, on va privilégier la possibilité pour chacun de profiter de profiter du lieu, même s'il n'en profite jamais. Ce qui fait que celui qui ne consomme jamais paye quand même. Donc, soit on privilégie la possibilité de l'usage, soit on privilégie la réalité de l'usage. En quelque sorte, et en définitive, est-il normal et juste de ne pas payer le vrai prix de ce que l'on consomme? Et évidemment, se pose la question de comment on établit ce vrai prix. Bref, faut-il que chacun paie selon l'usage et comment on mesure cet usage? Vous l'avez compris, la réponse à cette question, elle est éminemment politique. Pour finir, Sonia, sur le contribuable citoyen. Ah, j'avais pas pensé faire ça. Tu peux passer à la suivante, peut-être. Si, voilà, le contribuable citoyen. En fait, il y a plusieurs contribuables. Il y a le contribuable national, c'est la TVA. Le contribuable régional, c'est la taxe sur les produits pétroliers. Et puis, le contribuable local, la taxe foncière. Et c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose aujourd'hui parce que le contribuable national va contribuer pour un aménagement qui est loin de ses perspectives. Et puis à l'inverse, le contribuable métropolitain va payer pour un autre territoire. Donc il y a une question de territoire. Des contributions par rapport à l'usage. Il y a une question d'intérêt national. Est-ce qu'il faut contribuer pour les Jeux Olympiques à Paris quand on habite au fin fond de la Creuse? Voilà, c'est une question à poser. Est-ce que le contribuable en secteur rural doit financer un aménagement urbain, même s'il n'en a pas d'usage toute sa vie? Ou je rejoins la question que tu posais tout à l'heure, peut-être que il en aura besoin, cet aménagement urbain, un jour peut-être, et doit-il le financer toute sa vie? Et puis, il y a une question de temporalité, donc il y a une question éminemment de territoire qui se pose. Et puis, il y a une question de temporalité parce que beaucoup les subventions publiques sont financées par la dette. Donc, c'est le contribuable de demain qui finance la consommation d'aujourd'hui. Et c'est ce que on dit, faire financer par nos enfants ce qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est normal et juste? Toute la fiscalité est conçue pour des unités temporelles et elle n'a pas ce décalage de temps, donc elle ne permet pas de rétablir les temporalités. Sur la slide suivante, on voit que on a une question d'affectation des recettes aux dépenses, au-delà des questions de budget public. Je vous disais en tout début de cette présentation que le bilan de l'aménageur, il est nomenclaturé et notamment toutes les recettes financent n'importe quelle dépense. Il y a très peu d'affectation, il n'y a pas d'affectation de recettes à une dépense. Peut-être que si on mettait une certaine affectation, on rendrait les choses plus lisibles, plus compréhensibles, mais c'est un sujet de débat et notamment avec Emmanuel, on a ces débats-là. Est-ce qu'il faut remettre à plat la question de l'universalité et de l'annualité budgétaire? Voilà, moi je suis pas d'accord, Emmanuel et vous, mais dans le bilan de l'aménagement, les liens ne sont pas forcément
on pratique une certaine péréquation. Donc finalement, pour élargir le débat au-delà de ce qu'on vient de dire, certes, le consommateur usager paye l'aménagement, certes, le contribuable paye beaucoup, mais on n'a pas pensé ou pas, on ne pense pas toujours à d'autres contributeurs. Tout à l'heure, j'ai mentionné le propriétaire, mais oui, les propriétaires, ceux qui sont locales ou ceux qui ne sont pas résidents mais qui ont des intérêts dans l'opération d'aménagement, ils peuvent contribuer, ils peuvent apporter leur, leur aumône, comment on dit? Aumône. Au bol. On peut les associer aux contributions. Ils ont un intérêt, par exemple pour la mise en location, donc ils peuvent être concernés. Et puis, on peut penser à d'autres contributeurs ailleurs, par exemple au nom de l'environnement, au nom de l'attractivité globale, on peut solliciter l'environnement, une zone d'aménagement, un aménagement qui bénéficie à la qualité de l'air, les retombées, au nom de ces retombées environnementales, on peut solliciter des contributeurs de façon plus large. L'attractivité, ben, les touristes peuvent contribuer. On peut penser aussi et je crois que c'est ce qu'il y a sur la slide suivante, à élargir la focale, élargir le modèle de l'aménagement là, on resserre l'aménagement et la promotion, on arrête de tronçonner la chaîne de l'aménagement en multipliant les marges, en taxant de l'impôt sur l'impôt, mais aussi en multipliant les négociations et les possibilités de se faire des surprofits pour chaque intermédiaire. Et puis, on élargit le périmètre des financeurs pour intégrer ce que tu appelles le paquebot, des contributions, en faisant des contributions, il y a peut-être un aménagement de l'autre côté de la rue qui va bénéficier de l'aménagement ici, et donc on peut faire des financements croisés, on peut élargir dans le temps, mobiliser des financements privés de très long terme, on le fait bien aux États-Unis sur les fonds de pension. Des nouveaux investisseurs, les assureurs pourraient ils sont prêts dans certains cas, par exemple en matière de climat, ils sont prêts à contribuer au financement de certaines opérations d'aménagement qui leur font économiser, mais ce n'est pas le problème de l'aménagement, mais qui leur ferait économiser des indemnisations d'assurance. Il y a des fondations. Hier, j'étais sur le livre blanc du foncier en Bretagne et on parlait beaucoup de fondations pour financer des questions environnementales. Et puis, si on revient aux propriétaires, il y a aussi une bonne volonté des propriétaires occupants qui peuvent contribuer directement. On peut laisser une partie de l'aménagement aux occupants qui aiment bien bricoler le week-end et qui peuvent faire de l'autoconstruction. Donc, il y a des schémas à envisager. Pour l'instant, on est sur les questions. On n'est pas sur... on laisse quelquefois une partie de ces questions à l'économie sociale et solidaire, comme si c'était un monde à part. Peut-être qu'il faut les réintégrer et trouver des imbrications pour réconcilier le temps et l'espace et changer le modèle économique de l'aménagement. Voilà cette introduction au débat. Eh bien, ben, écoutez, merci infiniment. C'était à la fois très dense, mais très clair et très bien exposé. Donc, et puis à deux voix, c'est toujours très, très agréable. Donc, merci infiniment. Donc, je vous propose de rebrancher les caméras et les micros et donc de continuer. Alors, moi, des questions, j'en ai beaucoup, mais je vais laisser d'abord la parole à mes collègues.